virus Ebola continue sa propagation en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, environ 200 experts de l'OMS sont en conclave depuis ce jeudi à Genève pour évaluer les possibilités de fabrication de traitements efficaces contre l'épidémie. Merci pour ce moment. C'est le livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, qui est sorti ce jeudi en librairie. L'auteur est revenu sur les moments forts de son séjour à l'Élysée. En page magazine, je vous emmène à la découverte de la pizza napolitaine. C'est dans le cadre de la semaine de dégustation organisée par le Napoli Pizza Village, une pizza qui porte le nom de sa ville d'origine. Très heureux de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par les nouvelles du virus Ebola. La communauté internationale accélère sa riposte contre cette épidémie. L'Union africaine a annoncé qu'elle organisera dès la semaine prochaine une réunion d'urgence à son siège à Addis Abeba pour définir une stratégie à l'échelle du continent. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé, qui réunit depuis ce jeudi plus de 200 experts des questions de santé à Genève, propose déjà 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux à développer dans les meilleurs délais. La directrice générale de l'OMS a expliqué que dans les 3 pays où la flambée d'Ebola est la plus intense, l'organisation internationale entend inverser sous peu la tendance à l'infection dans les 3 mois à venir. Précisons que la réunion de Genève porte essentiellement sur la possibilité de fabrication de traitements efficaces contre ce virus. Reportage. C'est jeudi et vendredi à Genève se réunissent quelques 200 experts pour faire le point sur les traitements expérimentaux existants contre le virus Ebola. Les experts réunis à huis clos sur convocation de l'OMS doivent analyser les possibilités de production et d'utilisation de ces traitements expérimentaux. La réunion vise notamment à informer les autorités réglementaires nationales sur la situation des produits susceptibles d'être utilisés et favoriser les contacts entre les pays touchés et les fabricants. Quel est notre plan? Que pouvons-nous faire pour avoir ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve? Et je veux appuyer ceci. Ces traitements n'ont pas fait leur preuve pour le moment. Voilà ce que l'on espère avoir. Comment pouvons-nous utiliser les aspects les plus prometteurs de ces traitements qui n'ont pas encore fait leur preuve et les développer le plus vite possible? Tellement développés qu'ils puissent être enregistrés et utilisés dans des centres de traitement autant que possible pour que cela fasse une différence dans la vie de tous. Ensuite, nous aurons un plan. Et à partir de ce plan, nous aurons besoin du soutien de tous, des gouvernements aux agences d'aide au financement. Nous devrons établir comment faire avancer ce plan sur le terrain pour avoir un impact potentiellement sur l'épidémie, mais aussi sur les vies des personnes qui doivent se battre contre l'épidémie. To make an impact, possibly on the epidemic, but possibly and certainly also on the life of the people who have to fight the epidemic. Une conférence de presse sur les résultats de cette réunion est prévue au thème des travaux vendredi en fin d'après-midi. Le Dalai Lama pourrait bien ne pas pouvoir prendre part au sommet des prix Nobel de la paix prévu pour se tenir au mois d'octobre à Cap, en Afrique du Sud. Pretoria ne serait pas prête à lui accorder le visa, une affaire qui fait actuellement grand bruit. Reportage. I am Buddhist monk. Simple Buddhist monk. L'histoire serait-elle tristement en train de se répéter au pays de Nelson Mandela pour le chef spirituel tibétain? Tout porte à le croire. Au dire d'une des porte-paroles du Dalai Lama, le chef spirituel tibétain ne serait pas éligible cette année pour l'obtention de visa en Afrique du Sud. Les autorités s'y seraient opposées. La nouvelle à peine rendue publique, la réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Par voie de presse et sur réseaux sociaux, un démenti formel a été apporté. Au nom du gouvernement, le porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères a nié qu'un refus ait été opposé. L'ambassade en Inde, a-t-il mentionné, a reçu une demande de visa du Dalai Lama et la demande est déjà traitée selon la procédure. Il n'y a donc pas de refus. En 2011, une vive polémique avait déjà éclaté lorsque Pretoria avait refusé au Dalai Lama un visa pour participer aux fêtes du 80e anniversaire de Desmond Tutu. Le visa présentement en cause devait permettre au Dalai Lama de participer en octobre au Cap à un sommet mondial des prix Nobel de la paix. Le leader spirituel tibétain, lui-même prix Nobel de la paix, est considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste. Faisant partie avec la Chine du groupe des BRICS, l'Afrique du Sud tient à ses bonnes relations avec Pékin. D'où ses incessants
remous. Merci pour ce moment. Est sorti depuis ce jeudi dans les librairies le livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, revient sur les années enchantées de l'ex-première dame à l'Élysée. Une parution qui dérange visiblement à l'Élysée. Le gouvernement apparemment secoué par la sortie de ce livre vengeur de Valérie Trierweiler appelle à la dignité. Reportage. L'ex-première dame Valérie Trierweiler publiera aujourd'hui un livre rédigé dans le plus grand secret, intitulé « Merci pour ce moment » et relatant ses années enchantées puis la manière dont elle a vécu à terre la fin de sa relation avec François Hollande, un livre dont Paris Match a révélé quelques extraits hier. Tout ce que j'écris est vrai. À l'Élysée, je me sentais parfois comme en reportage et j'ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon tour. Annonce d'emblée Valérie Trierweiler sur la couverture de l'ouvrage reproduite dans Paris Match, dont elle est une collaboratrice. Rédigé dans le plus grand secret, ce livre de 320 pages est à la fois un cri d'amour et une lente descente aux enfers, une plongée dans l'intimité d'un couple. Deux personnages et rien d'autre, Valérie et François, écrit l'hebdomadaire. Valérie Trierweiler y donne, selon le magazine, sa version de l'histoire, depuis l'éblouissement jusqu'à la cruauté de la rupture. Elle appelle un chat un chat. C'est la première fois qu'une première dame raconte vraiment 9 ans d'une relation minée par la jalousie et le pouvoir, une histoire d'amour et de désespoir, ajoute le journal où l'ex-première dame se révèle une amoureuse passionnée, possessive, folle de cet homme qu'elle admire, qui la fait rire et la déstabilise délicieusement. Dès la fin du mois de janvier, après les révélations de Closer sur la liaison du chef de l'État avec l'actrice Julie Gaillet, Valérie Trierweiler avait elle-même indiqué au Parisien Magazine lors d'un voyage en Inde être plus dans la déception que dans la colère et ajoutant « mais je n'exclus pas d'écrire un livre ». 3 autres courts extraits sont publiés par l'hebdomadaire, par ailleurs employeur de la journaliste. Un relatant les premières réactions de François Hollande lorsque le futur chef de l'État a appris en 2011 l'arrestation à New York de son rival socialiste Dominique Strauss-Kahn. Un autre sur la jalousie de Michelle Obama. Et elle dit « Je me réjouis de ne pas être la seule jalouse », écrit Madame Trierweiler, alors que le président américain se photographie avec la première ministre danoise lors des obsèques de Nelson Mandela et un dernier relatant une irruption de Ségolène Royal lors d'un tête-à-tête au restaurant. Valérie Trierweiler n'est pas la première ex-première dame à écrire sur sa vie à l'Élysée. En 2013, le livre de l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias, Une envie de vérité, s'était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Rappelons que pour les questions d'État, François Hollande peut dormir sur ses 2 oreilles. Valérie parle plutôt d'amour, de déchirure et de passion. Dans Merci pour ce moment, qui est déjà en vente sur les sites internet. Parlons économie à présent. Le 8 septembre prochain, la Tunisie accueille une conférence internationale sur le thème « Investir en Tunisie, Start-up Democracy ». Cette rencontre vise à restaurer la confiance des investisseurs afin de relancer l'économie du pays. Le Premier ministre tunisien nous parle ici des attentes de son pays. Ce que nous attendons, c'est réellement cette confiance renouvelée, retrouvée. Et puis nous attendons aussi de nos partenaires à réellement passer à l'acte et à investir dans les projets. Et le projet que nous allons présenter, et je pense que ça sera aussi un signal très fort de la nouvelle ère dans laquelle la Tunisie est en train de rentrer. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans une équation beaucoup plus naturelle pour l'investissement. Il ne s'agit pas d'avancer des chiffres, mais de montrer l'intérêt, de susciter l'intérêt, et c'est ça le but de cet exercice-là. Je pense
réellement qu'il y a un fort potentiel dans ce pays. Il y a quelques années de sacrifices. Nous devons sortir et nous avons travaillé sur la stabilisation, que ce soit macroéconomique. Nous avons travaillé aussi sur la réduction de déficit de budget de l'État. Mais vous savez, l'économie, c'est des cycles lents. On prend les décisions aujourd'hui, on en tire les bénéfices dans 2-3 ans. C'est comme ça. Nous sortons d'un État planificateur, d'un État aussi sur le plan politique oppresseur, vers un État qui sera plutôt régulateur et garant aussi d'une paix sociale, parce que l'État aussi, la Tunisie ne peut marcher qu'avec la libre entreprise. Nous allons donner de l'espace au privé, mais l'État restera présent aussi pour garantir la stabilité sociale, ça c'est très important, et aussi la stabilité régionale. Cette année, le canal de Panama aura 100 ans. Long de 80 km, cette passerelle voit passer 5% du commerce maritime international. Aujourd'hui, ce canal a atteint sa capacité maximale. Il va devoir être élargi. Le coût estimatif des travaux s'élève à environ 4 milliards d'euros. Reportage. Le Panama a une situation stratégique au carrefour de l'Amérique du Nord et du Sud. Son canal relie les océans Atlantique et Pacifique. Long de 80 km et contrôlé par les États-Unis de 1914 à 1999, il voit passer 5% du commerce maritime mondial. Chaque année, 14 000 bateaux empruntent le canal, transportant plus de 320 millions de tonnes de marchandises, surtout des biens en provenance de Chine, vers leurs consommateurs américains. Aujourd'hui, le canal a atteint sa capacité maximale. Pour s'adapter à un trafic maritime toujours en croissance et aux nouveaux porte-conteneurs géants, un projet d'élargissement est en cours pour plus de 4 milliards d'euros. 2 nouvelles écluses sont en construction à chaque extrémité du canal. Plus larges et plus profondes que celles existantes actuellement, elles pourront accueillir des bateaux appelés Post-Panamax, transportant jusqu'à 13 000 containers contre 5 000 aujourd'hui. Ces écluses, construites sur 3 niveaux, incluront 3 chambres avec chacune 3 bassins de récupération. Au passage d'un bateau, l'eau s'écoule par gravité dans les bassins inférieurs où elle est réutilisée à 60%, rendant le système plus efficace. De technologie dans ce journal, la ville de Berlin en Allemagne accueille dès ce jour un salon international de l'électronique dénommé IFA. En marge de cette rencontre de l'innovation, le coréen Samsung a dévoilé ce mercredi ses 3 nouveaux produits. Il s'agit de la VR, la GR-S et la Note 4 que je vous invite ici à découvrir. La voici, la Galaxy Note 4. Nouveau design avec cadre en métal. Écran plus résistant avec une résolution plus importante. Un stylet perfectionné permettant d'afficher plusieurs applications simultanément ou de sélectionner plusieurs photos pour les glisser tout en même temps et où l'on veut. La Galaxy Note 4 va continuer à définir les standards de l'industrie pour que nos smartphones nous aident à enrichir notre vie, à la rendre plus agréable et plus efficace. Avec la Gear S, c'est une nouvelle version de l'iWatch que Samsung met sur le marché. Quant à la VR, le casque de réalité virtuelle, il suffit de le placer sur les yeux pour avoir une vision à 96 degrés et de promener le regard dans un jeu vidéo à 360 degrés. Avec la Gear S et la VR, votre expérience mobile au quotidien ne sera jamais plus la même. Lancé 2 jours avant le salon de l'IFA, c'est un signal fort que Samsung lance à ses concurrents avec ses 3 produits. Et parlant justement de cette grande messe européenne de l'électronique, l'IFA de Berlin, qui démarre ce jour et ce jusqu'au 10 septembre prochain. Nous attendons 240 000 visiteurs cette année et ont informé les organisateurs. Les passionnés de l'électronique pourront entre autres découvrir les derniers objets connectés comme ces projecteurs créant une surface tactile ou encore la maison du futur que nous vous proposons de connaître dans cette vidéographie. Si les murs ont des oreilles, les maisons connectées, elles, ont leur propre intelligence. Elles ont non seulement des oreilles, mais aussi une voix, des yeux et surtout un cerveau, lequel est composé de ses principaux éléments. Bienvenue, monsieur Martin. Un ou plusieurs capteurs, lecteurs, un microcontrôleur qui analyse les données collectées et la connectivité pour transférer les informations vers les fournisseurs, compagnies d'électricité, supermarchés ou dépanneurs d'électroménager. Vous pensiez être le maître de maison, et si c'était la maison qui maîtrisait tout ? Il
Il n'y a plus de bière. Poussière sur le canapé, aspirateur enclenché. Réparez le lave-vaisselle. Il reste de la bière, chérie? Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Malgré tout, ces technologies vont révolutionner la consommation d'énergie et permettre de conséquentes économies. Une personne s'installe dans le canapé du salon pour regarder la télévision, le climatiseur la détecte et se met en route. Le rétroéclairage du téléviseur s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité ambiante et si elle quitte la pièce pour aller dans la cuisine, cette dernière s'éclaire tandis que la lumière, le climatiseur et la télévision du salon se coupent automatiquement. Tout cela grâce à des capteurs de présence, de température et de luminosité. Plus qu'une évolution, une révolution, mais qui n'est pas sans conséquences. Intrusion dans l'intimité des utilisateurs, même consentants, car les informations recueillies par les opérateurs sont lucratives et feront exploser la publicité personnalisée. Du sport à présent, la sélection camerounaise de football a débuté les entraînements dans le cadre de son match contre la République démocratique du Congo. Un match comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont tenue à Yaoundé, les Lions indomptables ont affiché un état d'âme avant le début de la campagne marocaine. Visiblement, l'objectif du sélectionneur camerounais Volker Vinke veut définitivement tourner la page du mondial raté au Brésil. Je vous propose ici de suivre un extrait de cette conférence de presse. Avec le nouveau départ des Lions, ça c'est clair. Moi j'ai déjà expliqué 1 ou 2 fois aussi vers les médias qu'il n'y avait pas le choix. Après 2 Coupes du Monde comme ça, il faut changer, il faut faire la coupe forte. Aussi, maintenant, ça doit être une autre génération de joueurs. Parce qu'il faut savoir que dans le foot, c'est comme ça. Il y a le moment donné, il faut couper. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Et de notre côté, comme les joueurs, on fait confiance au staff technique. S'ils ont convoqué certains joueurs ici, ça veut dire qu'ils ont les potentiels, ils ont les qualités pour apporter à l'équipe nationale. Et je pense qu'avec cette qualité-là, si on travaille comme une équipe, comme on sait que nous, on n'a pas les Messi ici, on n'a pas les Ronaldo ici, on a les joueurs camerounais, on va se battre ensemble et juste convaincu qu'avec ça, on a le potentiel pour se qualifier. La page magazine dans cette édition, une occasion en or pour combler votre faim au sujet de la pizza. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pizza napolitaine abrite le Napoli Pizza Village, abrite jusqu'au dimanche prochain un festival qui vous offre la possibilité de déguster le plat emblématique de cette ville italienne, mais aussi de prendre des cours de pizza. Reportage. Il y a les puristes et les autres, mais tous partagent la même passion, la pizza. Depuis plusieurs années, Naples consacre même un festival avec 50 pizzerias réunies sur le front de mer et un championnat à son plat historique, car c'est ici, au pied du Vésuve, que la pizza serait née à la fin du 19e siècle, tout du moins la plus célèbre d'entre elles, la margherita, composée de tomates, mozzarella et basilic, les 3 couleurs du drapeau italien. C'est un pizzaiolo napolitain, un certain Raphaël, qui a créé la célèbre pizza Marguerite, en l'honneur de la reine Marguerite, en utilisant une mozzarella. Mais la pizza a des origines beaucoup plus anciennes. Disons qu'on retrouve même des origines chinoises à la pizza. Ju Yong, lui, est coréen. Il travaille comme pizzaiolo à Séoul. Comme des dizaines d'autres cette année, il concourait au prix du meilleur pizzaiolo du monde. C'est avec une pizza en forme du chapeau de Toto, l'humoriste italien le plus célèbre du XXe siècle, qu'il a tenté de séduire le jury, composé de grands chefs. La vraie pizza napolitaine n'est pas encore très connue en Corée. Mais petit à petit, les gens commencent à en entendre parler. Je veux apprendre encore plus, m'améliorer, en apprenant auprès de mon maître, en lui demandant des conseils pour que tous les Coréens puissent prendre du plaisir en mordant dans une pizza. Et pourquoi pas atteindre un jour le savoir-faire de Gennaro Cervone. À 70 ans, ce napolitain pur jus a débuté dans le métier à l'âge de 7 ans. C'est lui qui a ouvert le bal des leçons de pizza dispensées au Napoli Pizza Village cette année, devant un parterre d'étudiants particulièrement assidus. Je suis là pour apprendre les secrets des pizzaiolos. Parce que nous la faisons à la maison, la pizza, mais il nous manque le petit secret que nous voulons découvrir ici.
Il n'y a aucun secret. De l'eau, de la farine, de la levure et du sel. C'est ça le secret. À quelques tours de main et quelques ingrédients prêts. Il faut mettre une petite cuillère de sucre dans la pâte. Ça aide à donner de la couleur à la pâte durant la cuisson. L'an dernier, près d'1 demi-million de personnes sont venues déguster la célèbre pizza tricolore, une fierté que les Napolitains espèrent voir reconnue par l'UNESCO. Une demande officielle a été présentée en 2011. Pour l'Italie, c'est un symbole, au même titre que le Colisée ou Pompéi. Pourquoi pas la pizza ? La pétition espère recueillir des milliers de nouvelles signatures afin de voir la pizza napolitaine inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité après la diète méditerranéenne ou encore le repas gastronomique français. Et voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition sur Sika. Je vous remercie d'avoir suivi. Retenez que l'information est en continu sur notre site internet www.sikatv.info.